tout écrivain, et comme mon ami Oui. Alain Cadéot de Iturbide, Oui. vous avez choisi de Cortance, lui c'est simplement Alain Cadéot, il a oublié le de Iturbide. Bah, en fait, moi, à l'origine, je voulais conserver mon nom entier, hein. Mais lors de mon premier article, c'était dans Libération, donc ça remonte à loin, et ils m'ont dit, mais ça va pas, un nom à particules, un machin comme ça, écoute, à Libé, il n'y a pas de ça chez nous, donc tu vas signer Cortance. Donc j'ai signé Cortance, puis après c'est devenu De Cortance. Et puis j'ai laissé, mais je regrette en fait que mon nom entier c'est Roero di Cortance. Voilà. Et alors, comment dire, quand je publie mes livres en italien, là je mets mon nom entier. D'accord, d'accord. Comment tombe-t-on dans la littérature petit? Petit. Oui, vous avez une dizaine d'années. Est-ce qu'il y a déjà plein de livres chez vous? Ou bien est-ce que c'est Non. un professeur ou un maître qui vous a fait découvrir quelque chose? Non, il n'y a absolument pas de livre. Il n'y a absolument pas de livre. J'ai ce qu'on appelle on vit dans un tout petit appartement, une trentaine de mètres carrés, mes grands-parents, mes deux parents, moi. C'est l'immédiate après-guerre. On va mettre 6-7 ans avant de trouver un appartement à Paris, lorsque mon petit frère naîtra. Mhm. Et donc, j'ai un lit tout près du lit de mes grands-parents, dans ce petit appartement de 30 mètres carrés, avec un cozy corner. D'accord, Et dans le cozy corner, il y a des livres de la collection Nelson. d'accord. Les livres de la collection Nelson, il y a tout et n'importe quoi. Gracia Deledda, écrivaine sarde, prix Nobel. Balzac, Barbet d'Orvilly, Flaubert, Trois Contes, un livre sur Louis XIV. Voilà. Et en fait, mes premières lectures, c'est ça, suivi immédiatement du Petit Parisien que mon grand-père me demandait d'aller acheter le matin et l'après-midi, parce qu'il y avait Deux éditions. deux éditions. Et puis surtout, alors, ma tante et ma grand-mère étaient abonnées à Nous Deux. D'accord, oui, oui. Et c'était des romans feuilletons. Et donc, mon premier contact avec la littérature, c'était ces livres d'assez haut niveau, malgré tout, hein, Oui, Balzac, oui, Flaubert, mais j'ai lu ça, j'avais 10 ans. Moi j'ai gardé encore les miens, Voilà. souvent. Bah oui, et puis Nous Deux, D'accord, oui, oui. Nous Deux, qui étaient des romans. Je vais aller revenir dans le temps, parce que quand on regarde en fin d'ouvrage votre biographie et l'ensemble de votre ouvrage, de votre œuvre, mais quand on démarre, on n'a aucune conscience qu'il y aura différentes époques. Non, alors vous savez, il y a deux éléments qui m'ont permis de comprendre qu'il y avait une cohérence Oui. dans tout ça. Et je suis persuadé quand il y a œuvre, il y a cohérence. Mhm. S'il n'y a pas cohérence, il n'y a pas d'œuvre. Et donc la première chose, c'est Cocteau. Mhm. J'ai adoré Cocteau. C'est un très très grand lecteur de Cocteau. J'ai écrit un mémoire de maîtrise sur le cinéma de Cocteau avec Bertrand Tavernier, et qui était devenu un ami à la suite de ça. Et Cocteau, il classe poésie de théâtre, ainsi de suite. Et j'étais très très ami dans les années 70 de tout un groupe de latino-américains qui vivaient à Paris. À l'époque, j'étais un jeune poète. Je ne pensais pas pouvoir être romancier. J'étais un jeune poète. Et c'est eux qui m'ont appris à lire, c'est-à-dire Carlos Fuentes, et à écrire. Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar et d'autres. C'est assez bien. Quoi, Voilà. Beau, ben. Voilà. Et Fuentes, lui aussi, commençait à classer son œuvre par thématique comme ça. Et il m'a dit, tu verras, il y a un moment, tu vas te dire, il faut que je classe ce que j'écris comme ça. Et effectivement, il y a eu un moment, après 10-15 livres, j'ai commencé ce classement. Et comme comment dire, le cœur de mon travail, c'est les liens entre la biographie et l'autobiographie, comme m'a dit mon ami Paul Auster, au fond, qu'on écrive la biographie de quelqu'un ou qu'on écrive un roman dans lequel il y a des personnages dont on écrit la biographie, au fond, finalement, c'est la même chose. On devient un historien. C'est la même chose, exactement. Donc, l'explication de ces pages du même auteur classées, ça vient de là, et c'est vrai qu'il y a
c'est incroyable de s'apercevoir. Moi, j'écris 90 livres. Oui, je ne sais pas si c'est beaucoup, si c'est pas assez, si c'est bien, si c'est pas bien. Je me pose même pas la question. Bon, j'ai votre âge, mais c'est une œuvre qu'on a suivie tout au long de notre vie. Voilà. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que je m'aperçois que tout ça est absolument cohérent. Et pour moi, c'est ça l'essentiel. Ça aurait été dramatique de m'apercevoir au bout de tant de livres qu'il n'y avait pas de cohérence dans ce que j'écrivais. Cohérence, est-ce qu'il y a une cohérence ou pas? Avant l'entretien, vous me disiez que vous aviez vécu 3 ans à Bruxelles. Oui. Est-ce que ça vous a permis, cette courte période-là, d'aller humer l'air de la province de la Principauté de Liège? Pas du tout. Alors, comment tombe-t-on justement en province de Liège pour écrire l'ouvrage ici? Non. En fait, quel a été l'élément déclencheur de ce livre? Voilà le sujet. En fait, le livre est dédié à Sœur Anne. Et le grand-oncle de mon épouse était chanoine des bénédictines de Valognes, en Normandie. Et donc on allait régulièrement rendre visite aux bénédictines de Valognes. Et il y avait une bénédictine qui s'appelait Sœur Anne, qui n'était pas quelqu'un de très très cultivé, enfin mais qui était... qui dégageait quelque chose. Elle était totalement habitée. Cette femme était totalement habitée. Je ne sais pas par quoi, mais elle était totalement habitée. Vous aviez quel âge, vous, à ce moment-là? Oh non, moi j'ai 30-40 ans. Déjà 30-40 ans. Oui, donc quand même un homme mûr déjà. Un homme mûr, un homme fait, c'est ça, voilà. Mais bon, on peut parfois être impressionné étant plus jeune. Voilà. Non, vraiment. Mais c'était quelqu'un, c'était la sœur portière. Donc c'était elle qui faisait le lien entre l'intérieur et l'extérieur du couvent. Et c'est elle qui m'a mis un peu sur les traces de cette liégeoise, sainte locale, non reconnue par l'Église, et qui est un personnage absolument fabuleux. Donc le point de départ, il est là. Et vous savez, les livres mûrissent, c'est-à-dire qu'on ne les écrit pas tout de suite, on laisse le sujet, on passe à d'autres. Il y a une recherche historique qui va se faire sur le personnage et sur son entourage. Ah oui, alors c'est-à-dire que de toute façon, quand j'écris des livres, il y a toujours un travail d'archivage, de bibliothèque, de recherche énorme. C'est-à-dire que vous savez, je suis un... Hemingway cite souvent la phrase de Kipling qui dit « Procurez-vous vos faits et déformez-les ». Donc c'est-à-dire que moi je déforme, parce que je suis romancier, mais je me procure toujours mes faits. C'est-à-dire je pars toujours de faits historiques précis, notés. Si je fais des anachronismes, je les fais volontairement. Mais le point de départ est toujours extrêmement solide. Pour moi, c'est la base de mon travail d'écrivain. Quand j'écris un livre qui se passe en Italie au XIXe siècle, il y a une base historique absolument solide. Quand j'écris le voyage de Louis XVI à Cherbourg, il y a une base historique toujours solide. À partir de là, c'est le travail du romancier. C'est-à-dire que moi, je ne pose pas du tout les historiens aux romanciers. L'historien, il va travailler sur la vérité. Et tout à coup, il y a un mur, c'est-à-dire que s'il n'a pas les preuves de la vérité, il va s'arrêter. Et il va laisser des points de suspension sur la phrase. Le romancier, lui, il a toute liberté de continuer le travail, la phrase commencée par l'historien. Il va compléter les points de suspension. Il va terminer la phrase en quelque sorte. Mais comme me disait mon ami Vargas Llosa, le roman, c'est la vérité atteinte par le mensonge. Alors autant je trouve que le mensonge dans la vie quotidienne est inacceptable, autant le mensonge est absolument nécessaire lorsque vous écrivez. Si vous excluez le mensonge, n'écrivez pas. Un des thèmes que vous abordez, très moderne évidemment, c'est ce purgatoire. Or, il y a dans la région de Liège maintenant un professeur qui étudie évidemment tout ce qui se passe dans le cerveau dans le cadre d'une mort imminente. Ah oui, alors il y a deux aspects dans le livre. Il y a le côté mystique, chrétien, de Christine Amirabilis, Christine Admirable, et le côté féministe, on en parlera peut-être. Alors, le côté mystique, chrétien, etc., ça c'est essentiel, c'est-à-dire qu'elle meurt,
il y a une résurrection. Cette résurrection, elle décrit ce qu'elle a vu, pourquoi elle est revenue sur Terre. On sait maintenant, enfin, que toutes ces descriptions scientifiques, on peut sont très proches des tranches chamaniques, des comas, de ce qu'on appelle les expériences de mort imminente. Mais elle revient sur Terre. Pourquoi? Elle revient sur Terre pour dire aux hommes que le purgatoire existe, c'est-à-dire qu'il y a une troisième dimension entre le paradis et l'enfer. Et ce message est totalement hérétique et révolutionnaire à l'époque, puisque je vous rappelle qu'on était à la charnière 12e, 13e siècle, et à l'époque, le purgatoire ne fait absolument pas partie du dogme. Tous les historiens, Le Goff en premier, vous expliqueront que le purgatoire est entré dans le dogme, a été admis à peu près entre 80 et 100 ans de travail dans toute l'Église catholique. Ça n'a pas été accepté tout de suite. Et la mission première de Christina Mirabilis, c'est de revenir sur Terre pour dire aux hommes, il y a cette troisième dimension, et pour faire le lien. C'est-à-dire que c'est une époque où les morts vivants étaient tout à fait admis. C'est-à-dire qu'il y avait un rapport à la mort qui a totalement disparu aujourd'hui. Et donc elle est là pour expliquer aux vivants de se rapprocher des morts et de faire en sorte que les morts se rapprochent des vivants. Elle est là pour faire cette allée et venue, d'où les expériences de mort imminente, parce qu'elle passe son temps, alors on l'accepte ou non, moi je l'accepte, elle passe son temps, comment dire, à aller et revenir entre cette dimension, le paradis, l'enfer, le purgatoire et la terre. Et elle va aimanter d'autres personnages, d'autres femmes aussi, qui sont en quête de quelque chose. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire à partir de cette expérience mystique, elle va développer ce qu'on appelle les femmes errantes. Elle est une de celles qui ont créé ce mouvement et qui va donner, ce mouvement va donner les fameuses béguines. Et évidemment, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. D'un côté, il y a le côté mystique, ces miracles, ces choses extraordinaires. Elle traverse le feu, elle traverse la Meuse couverte de glace, et en même temps, c'est une époque où la femme n'existe pas. C'est hallucinant, c'est-à-dire que la femme, comment dire, a tous les défauts de la terre. Le premier, évidemment, et la Bible est citée comme preuve formelle, à savoir que la chute, c'est la femme. Le péché originel, Ève, Adam, c'est la femme. Donc à partir de là, elle n'a aucune place dans la société. Elle est mariée de force à 12 ans, elle est battue par son mari, qui a le droit de vie et de mort sur elle, elle est violée en permanence, elle n'a aucune place dans la société, elle n'a absolument pas le droit de commenter les Écritures, ce que vont faire ces femmes errantes et ce que fait Christina Mirabilis, donc elle va être mise tout à fait au bord de la société. Et elles ne vont pas accepter ça. Et c'est ça, c'est la modernité. Là encore, je rappelle, 12e, 13e siècle. Les féministes n'ont rien inventé. Et non, tout à fait. C'est vraiment, alors sans anachronisme, une féministe avant la lettre. Elle revendique une autonomie pour la femme, elle revendique une liberté totale pour la femme, la liberté de commenter les Écritures, de vivre sans les hommes, et il y a un côté gilet jaune chez elle, parce qu'elle prêche la redistribution des richesses. Alors vous savez, à l'époque, le péché capital majeur, c'est ce qui est lié à l'argent, c'est l'avarice. Or, elle dit à tous ces évêques qui ont de l'argent, aux nobles qui ont de l'argent, à la bourgeoisie qui commence à monter dans la société, redistribuez votre argent. Et ça, c'est un message totalement révolutionnaire. Elle est pour son temps totalement révolutionnaire. Et d'ailleurs, que va-t-il se passer? C'est très simple, c'est-à-dire que ces femmes errantes vont devenir les béguines. Ces femmes vont vraiment commencer à bien embêter le pouvoir ecclésiastique, le pouvoir laïque. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un lien entre les deux. Eh bien, on va créer ce qu'on appelle les sorcières,
on va commencer à brûler ces femmes. C'est-à-dire que quelques années après la mort, 1224, de Christina Mirabilis, on brûle la première béguine à Lévis, à Cambrai. 1310, on brûle Marguerite Porreté, ou Porrette, en place publique, et on la brûle avec son livre. Elle a écrit un livre, Le miroir des âmes errantes. Alors on ne se contente pas de la brûler elle, on brûle le livre symboliquement avec elle. À partir de là, il y a tout ce mouvement qui va être enclenché, rien qu'en France, entre le XIVe et le XVIIe siècle, on va brûler 100 000 femmes. D'accord. Mais je reviens à votre ouvrage. Elles ont eu le don d'élan, ces dames. Parce qu'il faut se dire qu'à cette époque-là, d'un patelin à l'autre, on parlait un parler local tout à fait différent. Ben bien sûr, elles ont le don des langues, elles ont comment dire, la possibilité de commenter les Écritures, d'avoir accès aux évangiles, de les commenter, de commenter la Bible, de prendre, comment dire, d'avoir un avis sur toutes ces questions religieuses. Et il y a une mystique féminine qui se développe, et c'est ça qui fait peur à l'appareil, comment dire, dogmatique, catholique, qui est en pleine expansion, je vous rappelle. C'est cette prise en main de la parole par les femmes. C'est-à-dire que pour prendre l'exemple de la France, on crée l'Inquisition contre les cathares, parce qu'on a peur de l'hérésie, et puis dans le prolongement, on va comment dire, créer les sorcières, parce qu'on a peur de la mystique féminine. C'est-à-dire, c'est plus une mystique masculine, c'est une mystique féminine. C'est-à-dire que ce ne sont plus des saints, ce sont des saintes. Et là, le pouvoir masculin, parce que c'est de ça dont il faut parler, ne peut pas accepter une mystique féminine. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est la modernité absolue comment dire, de ce personnage. Alors, je dis, moi, ce qui me touchait, c'était moi, je suis d'origine italienne, je suis catholique, je suis baptisé, donc à la fois ce sujet m'intéressait pour cela, mais il y avait l'autre aspect du personnage, c'était ce combat féministe avec des revendications qui sont d'une modernité absolue. C'est-à-dire que les revendications de Christina Mirabilis pourraient être valables encore aujourd'hui. Oui. Et c'est ça que je trouve passionnant. Dans mes recherches, un petit peu suite à la lecture, d'où vient cet évêque de Reickel? Je ne l'ai retrouvé nulle part. Non, alors. non, c'est-à-dire que le seul personnage historique repérable, c'est Christina Mirabilis, mais autour et ça, je fais ça toujours dans mes romans, c'est-à-dire que... Mais la petite dame de Oui, elle a existé. Hein. Oui, alors Juette existe. Juette, elle existe. Elle existe. Mais, comment dire, autour du personnage central, j'agglomère un certain nombre d'autres personnages qui sont des sortes de paradigmes. Par exemple, il y a quatre comment dire, femmes errantes avec elle. Parce que chacune représente, comment dire, une image de sainte. Par exemple, il y a une sainte qui considère que le Christ est son amant. Il y a une autre sainte qui saigne. Il y a une autre sainte qui mendie, qui soigne les lépreux. Il y a une autre sainte qui veut s'abaisser le plus possible pour se rapprocher le plus possible du Christ et de la passion. Donc elle va comment dire avaler les crachats des lépreux. Oui, c'est le parfum de Susskind. Voilà, c'est tout ça. Et donc, chacune est une sorte d'archétype. Tout à fait. Ce qui me permet, parce qu'il y a un message christique en fait, qui me permet à la fin, au moment de la mort de Christina Mirabilis, de dire à chacune, symboliquement, tu vas partir à l'est, à l'ouest, au sud et au nord. Et tu vas, ma parole, tu vas l'essaimer dans toute l'Europe. Alors, ce qui est vrai d'ailleurs, c'est-à-dire que ce n'est pas tant la parole de Christina Mirabilis qui a été essaimée, mais la parole de toutes ces femmes errantes. Et effectivement, il y a eu des mouvements de femmes errantes et de béguines dans toute l'Europe. On en a retrouvé en Espagne, on en a retrouvé, comment dire, en Flandre, bien entendu, c'était le centre. On en a retrouvé en Allemagne, on en a retrouvé en Italie,
on l'a retrouvé dans les Balkans. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est voir comment tout ça a essaimé et s'est développé. À partir de revendications d'un côté mystique et d'un côté totalement féministe. Moi, je vous admire, hein, mais je vois que vous êtes dans l'écriture comme dans le verbe. Oui. C'est-à-dire, bon, vous mouchez les choses, mais je vais vous moucher maintenant un peu. Allez-y. Vous parlez des ordres mendiants qui n'existaient pas à l'époque. Oui, alors c'est ça. Donc, je ne sais pas si c'était à vous, d'autres journalistes, que j'ai parlé des anachronismes volontaires. D'accord. C'est-à-dire là, vous m'apaisez. Voilà. C'est-à-dire que ça, c'est dans la bouche de Reikel. Hein, voilà. Vous dites, quand dans un de ses discours, il dit voilà. Oh mon Dieu, il y a tous ces gens qui viennent m'embêter. Parce que je cite souvent Hemingway qui cite Kipling. Et Kipling donne un conseil aux jeunes écrivains. Et Kipling dit procurez-vous vos faits et déformez-les. D'accord. Alors Donc, c'est-à-dire que pour ma démonstration, et volontairement, je me procure mes faits. Et vous vous échappez directement. Et je les déforme. Oui. Par exemple, dans un de mes livres sur ma famille, je parle du château de Cortance et du village de Cortance, et je parle d'une place qui est la place Veneto. Et il y a un journaliste à l'époque qui m'a dit, mais enfin, c'est un anachronisme, qu'est-ce que c'est que ça Veneto, c'est une bataille de la guerre de 14, vous ne pouviez pas au 19e siècle avoir une place Veneto à Cortance. Et je dis, mais oui, mais écoutez, pour moi c'est essentiel. Pourquoi? Parce que mon grand-père, qui était le dernier marquis royal de Cortance, a participé à cette bataille, et il m'en parlait. Et donc pour moi c'est une sorte de coup de chapeau à ce grand-père, de rapport à ce grand-père. Et voilà, c'est quelque chose entre lui et moi. Mais c'est évident que je sais très bien, c'est mon village et mon château, et mon histoire. Donc je sais très bien qu'il n'y a pas de place Veneto à Cortance. Il y en a une maintenant, mais à l'époque, elle n'existait pas. Donc il y a un certain nombre de choses comme ça que j'assume totalement. De quoi épicer l'ouvrage. Oui, et vous savez, le roman est fait de cela. Je me souviens j'avais un très bon ami espagnol, catalan, qui s'appelait Eduardo Mendoza. Eduardo Mendoza, j'ai publié un de ses livres, et dans ce livre, il y avait une description tout à fait étonnante d'une manifestation. Ça se passait à Barcelone juste au moment des guerres de 14, enfin au moment des mouvements révolutionnaires, avec les rouges, le communisme, le socialisme qui montait. Et il décrit des ouvriers qui sont poursuivis par la police, par la garde civile. Il passe devant une fontaine, il y a une grille, et il monte sur la grille et s'échappe comme ça. Et je lui dis, mais c'est formidable parce que on y est, quoi. Enfin, il me dit, oui, tu sais, à l'époque, quand il a écrit ça, il travaillait aux Nations Unies ou dans un organisme international à Genève. Et il m'a dit, j'avais certains moments de libre dans la journée, j'écrivais mon roman. Et de ma fenêtre, je voyais cette place près du lac Léman. Je voyais cette fontaine et ses grilles. Et donc cette fontaine et ces grilles n'ont jamais été à Barcelone, elles étaient à Genève. Mais on y croyait totalement. D'accord. Et donc pour moi, la littérature, c'est ça. D'accord. Gérard, je vais vous laisser parce que j'entends un téléphone. Je présume que c'est votre attaché de presse. C'est mon attaché de presse qui doit avoir trouvé une place. Le prochain ouvrage, c'est sur le bordis du Grand Chemin, qui est l'autre grand-père que vous n'avez pas. Non, le prochain ouvrage, c'est sur Ernest Hemingway. D'accord. Sur la dernière année de vie d'Ernest Hemingway, quand Ernest Hemingway fait 2 séjours en asile psychiatrique, ce qui est très très peu connu, et c'est un livre, une réflexion sur le temps qui passe, sur l'écriture, sur la beauté qui s'en va, sur la vieillesse, enfin voilà. Je vous remercie d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Et bon séjour à Bruxelles. Merci. À très bientôt.